Et, je pense qu'on peut se permettre de commencer le temps que je fasse une petite introduction. Donc, c'est ça. Bonjour à tous. Merci d'être là pour notre webinaire sur les collectivités zen, soit les collectivités zéro émission nette, une initiative du Front commun pour la transition énergétique lancée en 2021. Je m'appelle Ariane Baudin. Je suis chargée de projet au transfert des apprentissages pour le Front commun et je vais m'occuper de l'animation pour le webinaire. Bon, il y a encore des gens qui rentrent, mais juste vous dire, là, comme vous voyez, en ce moment, le webinaire, il est enregistré. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise d'être sur l'enregistrement, je vous invite donc à fermer votre caméra. Tchoup. On a encore du mouvement. Je vais attendre juste un tout petit peu. Bon. Euh, Oups, excusez-moi. Donc, avant de se lancer, j'aimerais juste commencer par en fait reconnaître que nos activités ont lieu sur des territoires non cédés. Personnellement, moi, je vous parle aujourd'hui de Tiohtià:ke, Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. J'aimerais reconnaître la nation Gadiane-Gaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles j'habite. Et j'aimerais aussi prendre un moment pour reconnaître là, l'importance de la présence des premiers peuples dans l'histoire et aussi dans les luttes actuelles pour la protection du territoire. Je vous invite vraiment collectivement à toujours essayer d'en faire plus pour être solidaire avec les Premières Nations, notamment si vous ne savez pas par où vous y prendre là, pour amplifier votre solidarité, je vous invite à aller voir les ressources là, de l'organisme Mikana qui fait un travail exceptionnel de vulgarisation sur ces enjeux. Je vous mettrai ça dans le chat. Donc, merci les gens qui sont en train d'arriver. Merci d'être là aujourd'hui pour notre webinaire. Le but aujourd'hui, c'est un peu de mettre de l'avant les résultats du projet Collectivité Zen après 3 ans de pratique sur le terrain. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le projet, inquiétez-vous pas, on va le présenter aujourd'hui. Là, on va commencer par mettre la table sur les bases. Qu'est-ce que c'est les collectivités Zen? Et ensuite, on pourra passer la parole à des chargés de projet qui, justement, travaillent sur leur territoire local. En termes de déroulé, ce qu'on a prévu aujourd'hui pour le webinaire, en fait, on a 5 personnes présentatrices. On a tout d'abord Lucille Ruiz, qui est la responsable du projet, qui va nous mettre la table, comme je disais. Ensuite, on aura Ariel Paiement de la Gaspésie, qui va nous présenter, entre autres, l'état des lieux qu'ils ont publié récemment. On a également Nadia Lemieux de la région de Québec qui va nous parler de leur vision citoyenne du futur qui a été lancée récemment. Ensuite, on va enchaîner avec Anouk Nadeau-Farley de la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on appelle plus communément le Grand Dialogue qui va nous partager sur les rêves citoyens. Et ensuite, on a Pierre-Luc Barry de Laval qui va nous présenter les chemins de transition qui ont été faits pour le territoire. En termes de déroulé, aujourd'hui, on vous présente une formule un peu expérimentale. Ben, je vais dire ça comme ça. C'est une formule qui s'appelle le Pecha Kucha. Peut-être que vous connaissez ce terme, mais c'est un concept de présentation qui vient du Japon où chaque personne présentatrice, pardon, a 20 diapos de 20 secondes chacune qui défilent automatiquement. On a l'organisation Projet Collectif qui avait fait une soirée avec ce genre de présentation là, en octobre dernier, puis on a trouvé ça extrêmement dynamique. Donc, on essaie de reproduire ça ce midi avec vous pour vous livrer, comment dire, un webinaire des plus dynamiques. Mais on vous invite donc à faire preuve d'indulgence parce que c'est un certain défi pour les présentateurs et les présentatrices là, de jouer au jeu là, du 20 diapos, 20 secondes. Vous allez voir, ça défile automatiquement et entre les présentations également, ça va défiler d'une personne à l'autre. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la toute fin. On n'aura pas le temps de faire à même les présentations. Et vous pouvez quand même les écrire directement dans le chat, mais ce sera à la toute fin. Là, on a 15 minutes réservées pour les questions aux personnes présentatrices. Donc, je le répète pour les gens qui viennent d'arriver, le webinaire il est enregistré virtuellement, donc si vous n'êtes pas à l'aise d'être vu sur la captation, je vous invite à fermer votre caméra. Puis voilà, le temps est précieux, ça va aller vite. Donc, je nous lance un partage d'écran et les présentations vont pouvoir commencer. Ce sera pas bien long. On met ça en plein écran.
Quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien l'écran? Oui, c'est Oui. bon. Parfait. Ben, à ce moment-là, ça démarre et je te passe la parole, Lucille, pour mettre la table. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Lucille Ruiz, je travaille au Front commun pour la transition énergétique et je suis responsable du projet Collectivité Zen dont on va vous parler aujourd'hui. Mais pour commencer, je vais rapidement vous présenter le Front commun pour la transition énergétique si jamais vous ne le connaissez pas, même si je sais que beaucoup de personnes ici le connaissent. Mais donc le Front commun pour la transition énergétique, c'est une coalition qui a été créée en 2015 d'environ 85 organisations. Donc là-dedans, on a des syndicats, des groupes citoyens, des ONG et d'autres groupes de la société civile. Et toutes ces organisations, ce qu'elles ont en commun, c'est de travailler d'une façon ou d'une autre sur la transition socio-écologique. Donc là, j'ai dit le mot magique du jour, la transition socio-écologique. C'est un terme qu'on entend de plus en plus de nos jours et c'est pas toujours clair de savoir de quoi on parle quand on parle de transition socio-écologique. Donc, je vais m'attarder un peu sur ce concept avant de vous parler du projet Collectivité Zen. Donc, je sais que je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une crise et une urgence environnementale. On voit déjà à travers le monde les effets des changements climatiques, de l'épuisement des ressources et de la perte de biodiversité. Et les scientifiques nous disent que ça ne va pas aller en s'arrangeant, en particulier si on ne change pas nos modes de vie. D'où la nécessité d'une transition écologique. Donc nos modes de vie actuels ne sont pas soutenables et le maintien de ces modes de vie non soutenables pour certaines personnes se fait au détriment d'autres personnes. Les inégalités sociales et entre pays ne font qu'augmenter, d'où la nécessité d'une transition sociale, car on doit repenser nos modes de vie pour qu'ils soient plus sobres en termes de ressources, mais également plus solidaires. Et donc c'est pourquoi on parle de transition, car il y a une nécessité de transformer les systèmes qui organisent notre société. Par exemple, si on considère le système de transport, si aujourd'hui il y a une dépendance à la voiture au Québec, c'est peut-être dû à des éléments culturels, mais surtout, c'est dû au fait que, dépendamment d'où on habite, on n'a pas le choix d'utiliser la voiture pour se déplacer, pour aller travailler, aller à l'épicerie, etc. Donc, on peut définir la transition socio-écologique comme le passage d'un état actuel à un futur possible et souhaitable qui serait écologiquement viable et socialement plus juste et inclusif. Et ça passe par un changement des différents systèmes qui organisent notre société, comme le transport, l'alimentation, etc. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on s'y prend? Parce qu'on s'entend que c'est pas vraiment vers là qu'on s'en va. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que si on attend que nos gouvernements agissent, bah, on peut se poser la question si elle va vraiment arriver, cette transition socio-écologique, ou si elle arrive, si elle va pas être subie. Parce que la question, c'est de savoir si on peut ensemble la choisir, au moins en partie, cette transition. Et donc, c'est la question que s'est posée le Front commun pour la transition énergétique en 2019, en regroupant 85 organisations et une trentaine d'universitaires autour de la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'échelle provinciale pour arriver à un Québec carboneutre et porteur de justice sociale. Et ça a donné lieu à des recommandations à destination des gouvernements, des municipalités, des citoyens, des citoyennes, etc. Et donc en 2021, suite à cet exercice, est né le projet Collectivité Zen, dont l'objectif c'était de passer à l'échelle territoriale et donc de rassembler les personnes et les organisations d'un territoire autour d'une vision commune de ce futur possible et souhaitable et de planifier collectivement les actions pour mettre en œuvre la transition. Comment on s'y prend pour ça? On a développé un parcours en 5 étapes qui s'appuie sur la méthode de la prospective et qui se veut mobilisateur. Donc, c'est-à-dire que les différentes étapes permettent de rejoindre et d'impliquer des personnes et des groupes différents. Je vais vous décrire les différentes étapes. Donc, si on commence par celle du démarrage, en fait, à ce moment-là, les organisations qui ont voulu démarrer une collectivité dans leur quartier, leur ville ou leur région vont à la rencontre des autres acteurs pour former le groupe initial qui portera le projet. Puis, ce groupe ensuite va s'élargir au fur et à mesure, l'objectif étant de rejoindre largement les organisations déjà en mouvement pour la transition. Ensuite, on a l'étape de l'état des lieux et de la vision. C'est la définition du point de départ et du point d'arrivée. Pour l'état des lieux, on récolte les informations pertinentes pour connaître l'état actuel du territoire identifié. Et pour définir la vision, chaque collectivité organise des ateliers d'exploration du futur avec les citoyennes et les citoyens du territoire. Ensuite, une fois qu'on a le point de départ et le point d'arrivée, on trace les chemins de transition. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit le chemin qu'on veut prendre pour arriver à la vision qui a été définie,
qui correspond au territoire qui aurait réussi sa transition. Donc, on identifie les grandes étapes pour se rendre là. Ça se fait par des ateliers avec des expertes et des experts des divers secteurs du territoire visé. Et pour reprendre mon exemple de tantôt sur le système transport, un exemple de résultat long terme de la transformation du système transport, ce serait une culture qui n'encouragerait plus la possession d'une auto. Et un exemple de résultat intermédiaire, ce serait des incitatifs et coercitifs contre l'auto solo. Une fois qu'on a ce chemin, avec les grandes étapes pour se rendre à notre vision, les membres de la collectivité définissent concrètement à court terme qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quelles sont les actions qu'on priorise pour mettre en œuvre cette transition socio-écologique, par quoi on commence. Et donc, une fois qu'on a ce plan, la prochaine étape, évidemment, c'est de le mettre en œuvre, c'est-à-dire que les organisations membres de la collectivité vont s'engager pour réaliser les actions qu'elles auront choisies collectivement nécessaires à la transition. Et c'est notre gros défi du moment de définir comment cette étape-là va se réaliser parce qu'on ne l'a pas encore faite dans aucune des collectivités. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner, quels vont être les résultats de la mise en œuvre, mais au moins on a un plan pour s'y rendre. Actuellement, le Front commun a soutenu le démarrage de 8 collectivités pour le moment, un petit peu partout sur le territoire. Puis là-dedans, vous pouvez voir qu'on a une grande diversité au niveau des territoires. Ça va d'un arrondissement de la ville de Montréal à une grande région comme la Gaspésie ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, on a une diversité également au niveau des partenaires de chaque collectivité. Ici, vous pouvez en voir une petite partie, donc des groupes qui sont impliqués dans les différentes collectivités. Puis là-dedans, donc, il y a des institutions gouvernementales, des groupes citoyens, des groupes de recherche, des organisations communautaires, des ONG environnementales, etc. L'objectif étant toujours de rassembler largement. Donc, à ce jour, on a plusieurs collectivités qui ont produit des états des lieux et des visions. Donc, les prochaines présentations vont vous donner des exemples de ces résultats. On a également fait beaucoup d'apprentissage, notamment sur les conditions gagnantes pour mettre en œuvre cette méthodologie. On a produit beaucoup d'outils et de guides qui vont être publiés dans les prochains mois. Et maintenant, je vais passer le micro à ma collègue Ariel de la Gaspésie. Oui, bonjour. Ben, c'est ça. Moi, je m'appelle Ariel Paiement. Je suis chargée de projet pour collectivité Zéro Émission Nette Gaspésie. Alors, notre collectivité existe depuis 2 ans et demi et compte 14 partenaires actifs. Donc, je vous parle aujourd'hui brièvement de notre état des lieux qu'on a rendu public au printemps de cette année, donc il y a un peu plus de 6 mois. Le problème là, avec la transition socio-écologique, c'est que c'est systémique et complexe. Fait que là, on a envie d'approfondir tous les sujets, mais c'est sûr qu'on n'en fera pas le tour avec un état des lieux. Donc, le plus important, c'est de se rappeler pourquoi on en fait un. Dans notre démarche, on s'est demandé de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire la transition, ou autrement dit, pour passer à l'action. On voyait ça comme un point de départ, puis surtout comme un outil de mobilisation conçu dans l'intention d'initier au dialogue. Bref, il faut voir l'étape de l'état des lieux comme un processus avant tout, plutôt que seulement un livrable. La mobilisation des acteurs est en marche dès cette étape. De notre côté, plusieurs des partenaires déjà engagés ont contribué au contenu, en plus que de certains qui participaient au comité état des lieux. Mais on a aussi créé des nouveaux partenariats en sollicitant des organismes, dont certains se sont ensuite joints à la démarche. Un des ingrédients importants qui nous a permis de produire ce document-là, c'est l'équipe qui a travaillé dessus. Alors moi, je n'étais pas seule comme chargée de projet à la recherche et à la rédaction. Le document est le fruit du travail de rédaction de 3 personnes. Donc, Francine Larocque, qui a été embauchée pour soutenir la recherche et la rédaction spécifiquement pour la section portant sur les vulnérabilités aux aléas climatiques, et Jacques Ouellette, qui est impliqué bénévolement au nom de Solidarité Gaspésie, m'ont aidé. Mais je veux souligner que les deux ont mis au moins chacun autant de temps que moi, sinon plus, dans la rédaction du document. Et donc, l'autre élément à ne pas sous-estimer, c'est le temps que ça prend. On ne fait pas ça sur un coin de table un vendredi après-midi, ça demande beaucoup d'heures de travail. Enfin, et même si pour diverses raisons, on n'a pas pu l'intégrer à notre document finalement, on a collaboré avec 2 projets de recherche. Le rapport de l'empreinte carbone des ménages gaspésiens par le CIREG devrait être complété sous peu et permettra de bonifier le portrait qu'on a de la région. Pour ce qui est du projet Effervescence de l'UCO, on n'a malheureusement pas réussi à concrétiser l'arrimage de nos 2 démarches. Maintenant que je vous ai mis en contexte de comment on a conçu notre état des lieux, je vais vous présenter un bref survol du résultat que ça nous a donné. Alors, notre état des lieux est divisé en 5 chapitres. Il fait environ 100 pages, puis il contient une centaine de références. On a aussi des produits dérivés. On a une version abrégée de 13 pages, puis on l'a traduite en anglais et ça devrait être disponible, cette version-là, sous peu. Pour ce qui est du contenu, voici un petit sommaire de ce qu'on y retrouve. Alors, le premier chapitre porte sur la Gaspésie et les personnes qui y habitent. C'est un portrait global du territoire gaspésien et de ses populations. Alors, entre autres, la Gaspésie compte 3 communautés culturelles structurantes, les francophones, les anglophones et les Micmacs. Et nos communautés sont principalement côtières, c'est-à-dire que les villages et la route se trouvent en majorité le long du littoral.
Pour le chapitre sur les vulnérabilités aux aléas climatiques, ben, en résumé, c'est sûr que la Gaspésie a une vulnérabilité élevée face à l'érosion, la submersion côtière et les inondations, et donc que l'enjeu de l'adaptation est central pour notre région. Cette recherche a aussi permis de réaliser combien la vulnérabilité, c'est un concept complexe qui est une combinaison de d'autres facteurs, la sensibilité, l'exposition, le risque. Les émissions de GES, c'est un topo des informations connues à l'échelle du Québec et de la Gaspésie. À noter que pour l'instant, le portrait des émissions de gaz à effet de serre de la région est très parcellaire et incomplet. On sait toutefois que la Gaspésie a l'industrie la plus émettrice de GES au Québec avec la cimenterie et qu'on est la région du Québec avec le plus grand nombre de véhicules par habitant, dont une des plus grandes proportions de pick-up en gros, ou de SUV. Le quatrième chapitre permettra d'identifier sur quels sujets et thématiques ont porté les projets de recherche liés au changement climatique concernant le territoire gaspésien. Donc, un constat, c'est que depuis une décennie, la moitié des recherches concernant le territoire gaspésien a porté sur l'érosion et la submersion côtière, et ce, principalement sous l'angle de l'adaptation. Le dernier chapitre est une cartographie des acteurs du territoire. Cette section représente près de la moitié du document de l'état des lieux. On l'a divisé selon les 14 thématiques de la feuille de route du Front commun. Plus de 160 organisations ont été identifiées comme des acteurs, soit des acteurs incontournables, secondaires ou innovants. Ce ne sont pas des acteurs de la transition à proprement parler, mais bien des acteurs à mettre autour de la table lorsqu'on veut discuter de tel secteur ou tel chantier. Pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Dans l'image de la table pour chacune des thématiques est accompagnée d'un tableau dans lequel on souligne la mission de chacune des organisations. La cartographie des acteurs a été élaborée par les partenaires de la collectivité selon leur connaissance des secteurs. Elle est certainement incomplète et peut-être même un peu inexacte, mais je rappelle que l'intention de ce premier exercice était de se doter des outils nécessaires pour passer à l'action et pour mobiliser les milieux. Alors, comment on évalue les résultats ou les retombées d'un tel document? Tout d'abord, on a eu une rencontre en personne des partenaires en mai dernier. On a notamment fait l'activité Étonne, résonne, détonne pour faire ressortir le contenu qui a le plus marqué les gens à la lecture. Et quel effet ça fait, ce document-là? Bien, lorsqu'on l'a rendu public, on a envoyé un courriel aux 160 acteurs qu'on avait identifiés dans l'état des lieux. Certaines personnes étaient un peu surprises sur le coup de se voir identifiées alors qu'elles n'avaient pas été contactées ou consultées au préalable, mais ça a créé la curiosité pour notre projet, puis ça a permis de créer de nouveaux liens. En effet, certaines de ces organisations collaborent maintenant avec nous de plus près. Et pour la suite des choses, on a l'ambition de faire une mise à jour de l'état des lieux annuellement pour un état des lieux évolutif, pour savoir qu'est-ce qui a changé et peut-être ajouter des éléments qui étaient nos angles morts de la dernière version. Après tout, avec les collectivités zen, notre but, c'est d'apporter un changement. Donc, faut pouvoir être alerte à ça. Et pour la suite, de notre côté, on a reçu une enveloppe importante de Ressources naturelles Canada qui va nous permettre de déployer les prochaines étapes de la démarche sur les 3 prochaines années avec beaucoup plus de moyens. Le projet est porté par le CIRAD, qui est un centre collégial de transport des technologies en innovation sociale affilié au Cégep de la Gaspésie-Les-Îles. Alors, entièrement dédié au projet, en plus de moi comme chargé de projet, on a maintenant une équipe d'agentes et d'agents d'animation, sensibilisation et facilitation formée de Charlotte, Patricia et Francis qui n'étaient pas là lors de la photo. On a aussi le soutien de l'équipe du CIRAD, surtout de Jonathan qu'on voit ici en rencontre Zoom et de Esteban. Alors, nous nous apprêtons pour l'hiver et le printemps à lancer nos ateliers d'exploration du futur sur tout le territoire et auprès de groupes de population diversifiés. Nous avons l'ambition d'en mener plus d'une centaine en moins de 4 mois. Cette consultation large devrait mener à l'élaboration de la vision collective pour la Gaspésie de 2050. En effet, l'étape qui suit l'état des lieux, c'est l'élaboration de la vision. Alors, je vais céder la parole à Nadia de la collectivité Zen de Québec qui vient juste de rendre la sienne publique. Alors, merci beaucoup pour votre écoute, puis je salue au passage les nombreuses personnes que j'ai vues qui viennent de la collectivité Zen de Gaspésie et qui sont présentes ici pour écouter les étapes, toutes les étapes du parcours que mes collègues vont nous présenter. Merci beaucoup, Ariel. Alors oui, je m'appelle Nadia Lemieux. Moi, je suis la chargée de projet de la collectivité Zéro Émission Nette de Québec et je viens aujourd'hui vous présenter la démarche qui a mené au lancement de notre vision citoyenne du futur pour inspirer la transition socio-écologique de Québec, qu'on a appelée Demain Québec, inspirée par nos collègues de Laval qui ont appelé leur vision Demain Laval. Alors, quelques mots sur la collectivité Zen de Québec. On a été lancé en 2021, donc on fait partie de la première cohorte des collectivités Zen. Le territoire que l'on couvre est celui de la ville de Québec. Et on a la chance de s'appuyer sur un fort ancrage communautaire et citoyen, comme vous pouvez le voir parmi nos partenaires. Nos groupes porteurs sont les Amis de la Terre de Québec, le Conseil régional de l'environnement et un groupe citoyen qui s'appelle Transition Capitale Nationale. Depuis 2021, on a entre autres réalisé une cartographie des initiatives de transition à Québec qui répertorie près de 150 initiatives.
Et on a fait un portrait des enjeux et des forces du territoire de Québec pour la transition socio-écologique. Ça a mis la table justement pour cette prochaine étape qui était de réfléchir à la création d'une vision 2050 pour la ville de Québec. L'objectif avec cette vision, c'est d'arriver avec une proposition concrète pour le futur de Québec. Donc, on utilise pour ce faire l'approche prospective et participative qui est celle de notre partenaire Chemin de transition. Et on a animé des ateliers d'exploration du futur. On a animé là, dans la dernière année 18 ateliers qui ont rejoint 181 personnes différentes et on a pu récolter 885 éléments du futur récoltés, qui sont autant de post-it comme vous le voyez sur ces images. Parmi ces ateliers, il y a eu 9 grandes thématiques abordées et puis 21 nœuds du futur qui sont des grands dilemmes de la transition socio-écologique. Lors des ateliers, on a mis au jeu des récits du futur, qui sont des projections, des petites histoires qui se déroulent en 2050 à Québec et qui mettent en scène des personnages qui évoluent dans la ville. On avait 4 récits différents qui s'appuyaient tous sur des tendances scientifiques plausibles. Et donc, cette façon de faire a permis de dépasser les enjeux actuels dans les discussions. Ensuite, avec tous ces éléments récoltés, on est entré dans une phase de synthèse des données en 3 grandes étapes. On a d'abord classé les idées là, pour fusionner puis simplifier tout ce qui avait été dit. Ensuite, on a amené la résolution des nœuds, donc c'est-à-dire on s'est attaqué aux grands dilemmes là, que posent certains choix dans la transition. Et on a établi des acquis, donc les grandes thématiques systémiques. Tout cela a mené à la rédaction d'une vision, que vous voyez ici, là, sa page couverture, qu'on a lancée le 26 novembre dernier lors d'une activité qui avait lieu simultanément lors d'un webinaire et en présence au Centre Jacques-Cartier, chez un de nos partenaires. Donc, c'est un grand aboutissement pour le projet de la collectivité ZEN, puisque ça marque un point tournant. Je vous en présente quelques lignes. Donc, la vision contient 4 grandes thématiques. Un réel pouvoir d'agir collectif, des milieux de vie propices au bien-être et à la sobriété, l'humain et la nature au cœur du modèle économique et un tissu social fort. Je vous présente un peu plus en détail 2 de ces thématiques-là. Le reste, il faudra aller sur notre site web pour le découvrir. Donc, la thématique sur les milieux de vie, je vous en lis un court extrait. En 2050, les citoyennes et citoyens de Québec aspirent désormais à un mode de vie plus simple et sobre en carbone, favorisant d'abord et avant tout leur santé et leur bien-être. La ville est organisée de façon à faciliter l'adoption de ces modes de vie désirés, et ce, grâce à la création de véritables milieux de vie. Cette thématique aborde donc plusieurs sous-thématiques, dont la question de la proximité comme principe d'aménagement, l'inclusivité des milieux de vie qui concerne également l'accès au logement, l'attachement à la nature, donc des principes de mise en valeur des milieux naturels, et les questions de mobilité, comme le transport en commun, bien sûr, et la mobilité active. Une autre thématique que je vous présente, celui du tissu social fort, et je vous lis encore une fois un extrait. Au fil de la transition écologique, la communauté s'est ralliée autour d'un objectif commun, le désir de bien vivre. On a réalisé que tout le monde était concerné par les changements à entreprendre, mais que certaines personnes étaient plus impactées que d'autres. Donc, dans cette thématique, on aborde des sous-thématiques telles que les liens renforcés au sein de la communauté, la valeur de solidarité, les pratiques qui encouragent l'entraide, la coopération et le partage, les modes de gouvernance qui permettent une pleine participation citoyenne, des lieux physiques qui favorisent le vivre ensemble et la réduction des inégalités socio-économiques. Avec cette vision, on poursuit différents grands objectifs. La première serait que la vision soit très rassembleuse, puisqu'on souhaite qu'elle fasse écho auprès du plus de nombre, le plus de personnes possible et le plus de groupes sur le territoire. On souhaite faire rêver, c'est-à-dire ouvrir les possibles et les imaginaires, et donner une direction aux parties prenantes de la transition en identifiant des priorités collectives. Jusqu'à maintenant, bon, ça fait seulement 2 semaines que la vision a été lancée, mais on voit qu'il y a déjà une très bonne réception. Déjà pour le lancement, il y a eu un intérêt marqué. Près de 80 personnes ont participé. On a ensuite animé un atelier de réflexion pour alimenter la suite de la démarche, puis il y a eu un très fort engouement justement pour participer aux réflexions qui suivent la vision. Et déjà, on sent qu'on peut créer et renforcer des liens avec des acteurs du milieu. On a également demandé aux gens, après le lancement de la vision, de quoi faut-il prendre soin pour que vous embarquiez avec nous et que vous ayez envie de travailler vers cette vision. On s'est fait dire que l'enthousiasme et le positivisme qui se dégagent de la vision est super important, puis il faut vraiment garder ça vivant. Qu'il serait bien d'animer des espaces de rencontre pour créer du lien social autour des aspects de la vision et de garder le tout ludique. On a quelques opportunités, bien sûr, qui se dégagent de cette vision-là. Étant une proposition concrète pour le territoire, on voit que ça suscite un intérêt renouvelé, qu'il y a une meilleure compréhension du projet et de la transition généralement. C'est donc un nouvel outil de mobilisation et de rayonnement qui est très puissant pour la collectivité citoyenne de Québec. Il y a également quelques défis avec un grand projet comme celui-là. D'abord, il a fallu prioriser parmi tous les éléments recueillis. Comme je vous disais, tous ces post-it tout à l'heure, il a fallu faire des choix. Donc, c'est quand même un bon défi.
Ensuite, la vision se devait d'être à la fois très ambitieuse et réaliste. Donc, il faut jouer sur l'équilibre. Et enfin, pour la suite, il va falloir bien communiquer la vision pour rejoindre différents publics. En 2025, donc, on va se mettre au travail. Lucille nous a présenté tout à l'heure les différentes étapes. Donc, on va pouvoir passer à Québec à l'étape des chemins de transition. Donc, on a notre point de départ et notre point d'arrivée. On va se questionner sur comment faire. Je ne vous en dis pas plus puisque Pierre-Luc à Laval va pouvoir nous en dire plus dans quelques instants. Euh, mais voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation. Donc, je vous invite vraiment à aller sur notre site web si vous voulez télécharger la vision puis en apprendre plus. C'est quand même une bonne petite lecture et vous abonner à notre infolettre. Puis en attendant, ben, je passe la parole à Anouk du Grand Dialogue. Merci. Merci, Nadia. Ben oui, moi, c'est Anouk Nadeau-Farlé. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des rêves régionaux de la collectivité zen de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'appelle le Grand Dialogue régional pour la transition socio-écologique, qui est à l'origine d'une initiative citoyenne qui se compose d'un volet mobilisation de la population et des organisations et d'un volet recherche et création de processus méthodologiques. C'est en 2019-2020 que l'idée du Grand Dialogue a germé dans un contexte de polarisation sociale face au projet gazier de GNL Gazoduc. Ce contexte-là nous a mené à penser que plusieurs personnes ont d'autres visions, d'autres rêves, d'autres ambitions pour la région. Donc, le Grand Dialogue a été lancé le 1er octobre 2020 en plein confinement pandémique. Ça a été initié par une douzaine de personnes qui étaient connectées à différents réseaux situés un peu partout sur le territoire, qui est aussi appelé Nitassinan. Le contexte nous a fait alors voir la pertinence d'un mouvement d'autodétermination régionale, soit par et pour la région, qui vise la transformation sociale pour faire face aux défis de notre époque en changeant les systèmes économiques, culturels, éthiques et politiques. On a un second grand dialogue qui exprime bien d'où on vient et où on s'en va. On sait que le modèle de développement actuel de nos sociétés entraîne des impacts socio-écologiques qui sont majeurs et néfastes pour l'ensemble du vivant. Puis, on a tout dans la région. Il y a déjà plusieurs personnes et organisations qui sont en action et qui contribuent au changement nécessaire. Et donc, on s'est dit, on le fait, de mettre en place la nécessaire transition socio-écologique. Un des outils stratégiques qui nous a inspirés, c'est la courbe de Rogers. Donc, on mobilise d'abord les personnes déjà en action pour la transition, puis on rejoint des cercles de plus en plus élargis au sein de la société par différentes phases de communication. On mobilise à l'échelle territoriale autour d'une vision commune et engageante, et c'est comme ça qu'on met en action la démocratie participative. Un autre outil dans le contexte de polarisation autour d'un modèle de développement qui repose sur la grande industrie, c'est de mettre le dialogue au cœur de notre démarche en incluant une éthique du dialogue qui permet de créer des conditions propices aux échanges. C'est comme ça qu'on a fait le pari que si on fait rêver les gens à leur avenir, on peut rallier plutôt que de tenter de convaincre. Le Grand Dialogue a été lancé avant le projet des collectivités zen auquel on s'est rallié de manière naturelle, ce qui fait que notre grande trajectoire présente des étapes qui sont distinctes, mais qui atteignent les mêmes grands objectifs que les autres collectivités zen. L'étape dialoguée, c'est une vaste consultation citoyenne basée sur une approche prospective qui vise à entendre les idées et les rêves de la population sur l'avenir de notre région en 2040. Pour commencer, pendant 2 ans et demi, des équipes se sont affairées à entendre toutes les voix, c'est-à-dire à échanger avec une diversité de personnes dans le cadre des activités de dialogue. C'est avec la collaboration d'environ 180 organismes régionaux qu'on a pu échanger avec des jeunes, des travailleuses, des personnes immigrantes, des personnes en situation de pauvreté, etc. Les discussions sur les visions d'avenir des gens se sont faites sur 21 thématiques qui touchent nos vies individuelles et collectives. Donc, c'est plus de 350 activités de dialogue d'une durée d'en moyenne 1 heure. Déjà, ça donne le sentiment qu'on a du pouvoir d'agir sur notre milieu de vie. Et tout ça a permis de faire rêver plus de 8500 personnes, dont 3000 jeunes, pour un total de 27 500 idées citoyennes. Suite à l'étape de dialogue, on a fait la synthèse des idées citoyennes par thème en faisant des croisements et des recoupements d'idées qui convergent pour réduire le nombre de données, ce qui a donné 13 rêves citoyens thématiques et 2 voix, soit celle des jeunes et celle des personnes aînées. Ensuite, on a passé à la phase de la diffusion pour faire connaître les rêves et redonner l'opportunité aux personnes et aux organisations de s'approprier et d'imaginer des nouveaux récits pour la région. L'étape qui suit vise à s'organiser territorialement en rassemblant les forces vives du changement qui vont former des groupes de travail sectoriels et thématiques qu'on appelle les cellules d'action. Ces cellules-là permettent d'identifier ce qui freine actuellement la réalisation des rêves citoyens.
Puis les cellules vont travailler à tracer des nouveaux chemins, donc des étapes concrètes à mener pour réaliser les changements nécessaires pour atteindre les rêves. C'est ce qu'on appelle la co-construction de la feuille de route régionale, qui est en fait un gros plan d'action qui va nous permettre de déployer une transition qui est tant sociale qu'écologique par des nouvelles pratiques et des projets innovants qui contribuent à transformer les systèmes sociaux du territoire. Ce qui est inspirant et encourageant, c'est que le mot se passe, c'est que les rêves inspirent et contribuent déjà à animer différents milieux. Par exemple, en 2020, dans le cadre d'une activité de dialogue sur le thème de la mobilité, il y a des acteurs de ce milieu-là qui ont constaté leur convergence d'idées. Donc, ça a donné lieu au premier maillage directement issu de l'initiative du Grand Dialogue et ça a donné la création du Forum Mobilité, qui est notre première cellule thématique. Pour arriver à faire avancer la réalisation du rêve citoyen sur la mobilité durable, le projet central du forum, c'est la création d'une instance régionale des gestions des déplacements qui réunit une diversité d'acteurs de la mobilité. Une autre cellule d'action qui se forme actuellement, c'est celle autour du rêve du pouvoir d'agir. C'est à l'initiative du mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire de la région qu'un événement s'est organisé en mai dernier avec des acteurs qui étaient aussi issus, par exemple, des milieux féministes ou syndicales. Puis les enjeux systémiques qui causent les crises environnementales et sociales sont réfléchis en prenant connaissance du rêve du pouvoir d'agir. Les 180 personnes qui se sont réunies ont constaté que leurs idées convergeaient, mais évidemment qu'il y a des défis. Et donc, l'intelligence collective a permis d'entamer des réflexions sur ce qu'on appelle les verrous systémiques, donc les freins aux avancées qui sont souhaitées pour mettre en marche notre pouvoir d'agir collectif. Les prochaines étapes visent à l'élaboration de stratégies en complémentarité avec d'autres acteurs. On constate aussi que les rêves permettent de dynamiser le développement local en présentant une vision rêvée qui inspire les acteurs. Par exemple, on a créé des liens avec 4 MRC de la région qui considèrent les propositions qui composent les rêves citoyens pour élaborer leur processus consultatif dans le cadre de leur plan climat. Les propositions citoyennes peuvent aussi contribuer à concevoir des projets qui répondent aux besoins des communautés. À Petit-Saguenay, il y a des politiques de développement durable et de participation citoyenne qui ont été élaborées à partir des aspirations de leur population. Ces idées-là ont aussi inspiré un récit qui raconte le futur du village tel qu'imaginé par sa communauté. Finalement, les rêves citoyens peuvent aussi activer l'implication citoyenne. Un bon exemple, c'est la nouvelle trousse éducative qui propose 5 activités de dialogue ludiques et collaboratives à propos de la voix des jeunes. Elle permet d'outiller les personnes enseignantes des écoles à faciliter les échanges autour des enjeux socio-écologiques pour activer la conscience citoyenne et mobiliser d'autres jeunes. Ce rêve-là raconte la synthèse de plus de 8000 propositions de 8000 propositions de 3000 jeunes de 4 à 18 ans qui ont contribué à la vision régionale rêvée. Pour conclure, je dirais qu'au Grand Dialogue, on a fait le pari que rêver, ça peut insuffler de l'optimisme, de l'audace à l'action collective et que pour l'instant, c'est ce qu'on constate par la diversité d'acteurs avec qui on collabore. Merci, je te laisse la parole, Pierre-Luc. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Barry, donc je suis le chargé de projet responsable de Laval Zen, donc la collectivité Zen de Laval. Je vais vous parler maintenant de la troisième étape du parcours, qui est celle des chemins de transition. L'objectif de cette étape-là, en fait, c'est d'identifier les trajectoires empruntées pour atteindre la vision de la transition socio-écologique. Je vais revenir là, particulièrement sur l'exemple de Laval ici. Donc, pour commencer, il faut revenir brièvement sur la vision collective de la transition qu'on s'est donnée à Laval. Donc, on l'a lancée en 2023, cette vision-là, et elle s'articule autour de 4 grands thèmes. Donc, vous avez le vivre ensemble, les milieux de vie, les biens et services et l'action collective. Donc, c'est sur ces 4 thèmes-là que les chemins de transition vont s'appuyer. Donc, pour chaque thème, on a formé des comités avec des experts et chacun de ces comités-là faisait appel à une série d'expertises qui étaient différentes, là, comme vous pouvez le voir à l'instant. Vous remarquerez que, en fait, l'action collective est manquante. Donc, ce thème-là, il est intégré de façon transversale et il n'y a pas son propre comité à lui pour les trajectoires. Donc, au total, c'est 23 personnes expertes qui ont été mobilisées là, dans le cadre de l'exercice. Il y a plusieurs organisations lavalloises qui ont participé, essentiellement, je devrais dire, mais il y en a quelques-unes aussi de l'extérieur qui ont contribué, notamment pour s'assurer d'avoir une diversité d'expertise autour de la table. Donc, pour chaque trajectoire, c'est 3 rencontres de 2 heures qui ont été organisées et suivies, en fait, d'une rencontre synthèse. À chaque séance, on avait une série de jalons qui étaient proposés. L'objectif, c'était d'établir des liens entre ces jalons-là selon une certaine temporalité. Il y a même des jalons qui ont pu être modifiés ou même écrits et composés là, de toutes pièces pour répondre aux besoins de la réalité lavalloise. Là, à ce moment-ci de la présentation, vous vous demandez probablement ce que c'est qu'un jalon. Donc, un jalon, c'est une étape intermédiaire. C'est une étape intermédiaire, en fait, qui va nous permettre d'atteindre le futur souhaité, puis de montrer comment on avance là-dessus. Les jalons proviennent de différentes sources, notamment là, les défis qui ont été organisés par Chemin de transition et la feuille de route vers la carboneutralité
du Front commun. Vous avez ici un exemple de trajectoire qu'on a fait à Laval, donc celle des milieux de vie. Vous avez des liens entre les jalons, donc les lignes pleines, ce sont des liens directs, et les lignes pointillées, ce sont des liens de facilitation. Il y a trois grandes branches qui composent cette trajectoire-là, donc l'urbanisme, la mobilité et les milieux naturels. Donc, pour cette première branche-là, qui est les milieux naturels, vous avez deux jalons, donc un qui vise à limiter le développement dans les milieux naturels et l'autre qui cherche à valoriser les milieux naturels et à favoriser les corridors écologiques là, entre les secteurs. Donc ça, c'est notre première branche. La seconde branche, elle, va davantage concerner la mobilité. Donc, si ce qu'on souhaite faire, c'est rendre disponibles les données sur la mobilité des biens et des personnes, mettre en place des mécanismes pour favoriser la mobilité active et collective, mais on va aussi s'assurer que la mobilité est accessible pour tous et que le transport en général est une expérience agréable là, pour l'ensemble de la population. Ensuite, on a une troisième branche, donc, qui concerne essentiellement l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc là, ici, on va davantage parler de densité et de mixité fonctionnelle des milieux de vie. On va aborder la question du verdissement, mais aussi la sobriété dans la construction et aussi dans la rénovation des bâtiments. Et enfin, on va aussi parler de l'aménagement sécuritaire des milieux de vie pour faciliter les déplacements. À terme, on obtient deux résultats. Donc, le premier résultat, c'est que la proximité devient le modèle dominant sur le territoire. Et le second résultat, c'est que la population, en fait, va délaisser l'auto-solo dans sa vie courante pour se tourner vers d'autres modes de transport. Évidemment, réaliser un exercice comme ça, ça implique certains défis. Donc, le premier, concerne notamment la question de la mobilisation des personnes participantes. Donc, on a une expertise variée, puis on a des gens du milieu universitaire ou de grandes organisations, et à certains moments, ça a quand même été difficile de trouver une temporalité là, pour réunir tous ces gens-là, puis être capable de travailler sur les trajectoires. Un autre aspect qu'on a eu, c'était la difficulté parfois d'aborder une perspective qui était systémique, c'est-à-dire que quand on sollicite des expertises qui sont très pointues, parfois les gens avaient de la difficulté à avoir une approche qui était globale, là, donc pour réfléchir le territoire. Il y a une autre défi qu'on a rencontré qui est celui en fait de la tension entre la réalité et la nécessité. Donc, pour vous donner un exemple, là, quand on a parlé de densification, il y a plusieurs personnes qui avaient des connaissances en urbanisme qui venaient souligner le fait que c'était impossible de densifier à certains endroits en raison des capacités limitées des services publics là, de répondre à cet enjeu-là de la densification. Un dernier enjeu en fait qu'on avait, c'était un dernier défi en fait qu'on a eu, c'est celui du cadrage de la problématique à l'échelle territoriale. Donc, pour beaucoup de personnes expertes, c'était difficile de développer une compréhension du territoire sans prendre en compte tout le système qui le dépasse. Donc, par exemple, quand on a parlé des questions économiques, il y avait beaucoup de discussions qui ont abordé en fait l'influence des États-Unis là-dedans. La prospective, c'est quand même plusieurs opportunités. Si on regarde, mais ça permet quand même de briser les silos puis d'adopter là, une posture globale. Il y a beaucoup de personnes expertes là, qui sont arrivées à croiser leur champ de compétences là, pour développer une compréhension beaucoup plus profonde du territoire. C'est quand même aussi un exercice qui nous permet en fait de développer une trajectoire qui est soutenue par l'expertise en cohérence avec la réalité territoriale. Ce que je veux dire par là, c'est que la vision qui a été élaborée un petit peu plus tôt, elle a été élaborée par des groupes citoyens, mais elle devient aussi un mandat qu'on confie à des personnes expertes pour la rendre réalisable. Puis c'est un aspect en fait qui vient beaucoup renforcer la légitimité de la démarche. Et enfin, ben, une dernière opportunité qu'on a eue, c'est le fait que les chemins de transition viennent beaucoup faciliter la priorisation des actions en lien avec la transition. À partir des trajectoires qu'on a élaborées, ben là, on permet d'identifier des jalons sur lesquels on doit se mettre à travailler en premier si on espère pouvoir là, avancer vers la vision collective de la transition. C'est d'ailleurs à cette étape-là qu'on est rendu à Laval. Là. On est rendu à élaborer en fait un plan opérationnel qui est la quatrième étape du parcours. Donc, on veut mettre en œuvre là, les premières mesures pour atteindre les jalons identifiés par nos membres. C'est une étape qu'on espère être en mesure de présenter, de faire un premier plan régional de transition, en fait, d'ici le printemps 2025. Dans la mesure où les travaux sont actuellement en cours, là, je ne peux pas encore me prononcer sur les apprentissages qu'on a faits, mais c'est clair que dans les prochains mois, là, on va tirer des enseignements de ce processus-là. C'est ce qui conclut, en fait, notre présentation d'aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir passer à la période de questions. Tout à fait. Merci Pierre-Luc. Merci aussi Anouk
Ariel, Nadia et Lucille là, pour votre présentation. Vous avez réussi à honorer la forme Pechakucha. Merci beaucoup pour ça. Donc, effectivement, ce serait maintenant le temps à la salle là, virtuelle. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement lever la main et prendre la parole. Ou vous pouvez également écrire des questions dans le chat. Ça peut être des questions à une personne en particulier ou plus globales sur le projet. Mais voilà, la parole est à vous. Questions ou commentaires aussi. On peut prendre des commentaires. Oui, donc on a Martin Poirier pour briser la glace. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bon, il arrive, tout le monde m'entend bien. Écoutez, Oui. Martin Poirier, Collectivité Zen pour Rimouski. J'aurais une question qui s'adresse un peu à tout le monde si c'était à refaire. Tu sais, je vois qu'il y en a qui ont quand même fait des consultations très exhaustives. Tu sais, je voyais l'état des lieux pour la Gaspésie. Je vois ce qui a été fait avec le grand dialogue. Est-ce que vous sentez, ceux qui ont fait vraiment des grandes consultations ou des états des lieux très prononcés, que ça vous a donné vraiment une plus-value pour la suite? Je lance ça comme ça pour briser la glace. Martin, qui Je peux veut? peut-être y aller. Je tiens juste à préciser, je me suis rendu compte, j'aurais peut-être pu le préciser dans ma présentation, mais que au Grand Dialogue, on a eu des moyens financiers aussi qui se distinguent quand même des autres collectivités zen, ce qui peut permettre aussi cette ampleur-là. Euh, Puis on est quand même content parce que effectivement le territoire du Grand Dialogue est celui d'une région qui est vaste, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, bref, pour être proportionnel dans une forme de consultation, notamment, ça, c'était aidant. Je dirais que ce qu'on sent que ça nous a beaucoup amené, c'est une reconnaissance du milieu aussi, puis une légitimité finalement de pouvoir s'appuyer sur une consultation de cette ampleur-là. Et puis, un autre des paris qu'on avait fait au début du dialogue, en fait, il y a eu la volonté de lancer ce projet-là en constatant notamment dans la dynamique du projet de Janelle Gazéduc qu'il n'y avait pas de volonté politique dans la région pour faire les choses différemment et qu'on voyait la nécessité de faire cette transition-là pour les questions, les raisons qu'on connaît toutes et tous. Et donc, on s'est dit, on n'attendra pas après cette absence de volonté-là et on va le faire, mais en se disant que on faisait le pari qu'à un certain moment, il y aurait certainement un virage au niveau politique, justement dans la légitimité qu'on allait pouvoir développer en réussissant à parler à autant de personnes d'une manière vraiment très diversifiée, comme je l'ai un peu nommé. Puis, je crois que d'avoir fait ça de cette manière-là, porte ses fruits maintenant parce qu'effectivement, j'ai nommé l'exemple des 4 MRC sur 5 avec qui s'inspirent en fait de ce qui touche la question du climat dans les rêves citoyens pour s'appuyer, pour faire leur propre consultation dans le cadre des plans climat. Donc ça, c'est un exemple très, très, très concret que le virage s'effectue sans qu'on ait eu à forcer les choses, mais que ça se fait de manière naturelle. Puis juste pour la petite histoire, puis pour laisser la parole à d'autres, la 5e MRC de la région, en fait, va travailler aussi en lien avec les rêves citoyens pour leur planification stratégique carrément. Fait que ça, c'est des exemples, mais on voit déjà que le pari commence à être doucement gagné, si on veut, mais on s'entend qu'il reste beaucoup de travail. Mais voilà pour mon commentaire concernant notre consultation. Je peux prendre le relais pour l'état des lieux, mais c'est ça, nous, on a un état des lieux effectivement un peu plus conséquent que d'autres collectivités zen. C'est pas nécessairement quelque chose que je recommande ou, tu sais, ça dépend de chaque collectivité choisit un peu la démarche qu'elle veut faire, mais c'est ça, moi, je pense que le chapitre sur les acteurs, qui est le chapitre le plus conséquent, là, ça a été un travail de fond, mais qui nous est utile parce qu'après, on a comme constitué une sorte de banque, puis oui, peut-être, c'est difficile d'être parfait, puis faut pas attendre ce moment-là avant d'aller de l'avant, je pense, puis mais ça permet
de construire. Tu sais, si on veut, on se dit, ah, finalement, on avait oublié une ou deux acteurs ou quelqu'un nous corrige un peu puis dit, ah, ces acteurs-là sont plutôt dans telle thématique, mettons qu'un autre, ben, ça nous permet tu sais, d'avancer. Ça va être vraiment utile pour toutes les étapes suivantes. Puis, ben, ça nous a permis aussi il y a toujours un petit quelque chose de frustrant de ne pas pouvoir approfondir chacune des thématiques jusqu'au bout. Il ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là. Le but, c'est d'être dans l'action. Fait que c'est ça le petit guide, la boussole, de dire ben, qu'est-ce qui nous permet d'aller de l'avant. Fait qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre de ben, on ne peut pas juste mettre n'importe quelle information vite, rapido. Tu sais, il faut quand même qu'elle nous soit utile, mais en même temps, il ne faut pas s'enfarger puis arrêter le mouvement parce on s'attarde trop longtemps là-dessus. Puis, dernière chose, ben, justement, c'est de le voir aussi comme un outil de mobilisation. Fait qu'essayer de voir si parmi les partenaires déjà autour de la table ou parmi ceux qui ne le sont pas, mais qu'on voudrait avoir, il y aurait des gens qu'on pourrait comme, solliciter pour dire, on est en train de rédiger l'état des lieux, auriez-vous, tu sais, de l'information à nous partager? Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, nous autres, ça a permis ça. Puis il y a des choses qu'on s'est rendu compte après l'avoir publié qu'on aurait pu jumeler ou tu sais, euh, euh, intégrer à la première version. Mais justement, je pense qu'on n'aurait pas eu cette information-là si on ne l'avait pas fait ce premier travail. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça répond, Martin. Sinon, on a une question de Sarah dans le chat qui demande comment trouver un équilibre entre la valeur des mouvements menés par les jeunes et les connaissances et l'expertise qui découlent du temps et de l'expérience. Donc, je ne sais pas si une de nos personnes panélistes aurait un élément de réponse. Je vais aller sur cette question-là. Mais en fait, je pense que la réponse une partie de la réponse à cette question-là se trouve dans le projet Collectivité Zen en soi, parce que à la base du projet, c'est la notion de dialogue social autour des enjeux de transition. Puis en fait, là, ce que la question sous-entend, il manque peut-être un petit peu de contexte, mais en fait, ce que la question sous-entend aussi, c'est peut-être l'absence de discussion, en fait, sur certains thèmes. Puis je pense que le grand dialogue a très bien illustré ce qu'on arrive à faire quand on rassemble des gens pour discuter de certains thèmes. Puis je pense que c'est une partie, en fait, de la réponse, c'est-à-dire de créer des occasions de dialogue, puis de permettre, en fait, à différents groupes de la société de discuter, autant des gens qui ont de l'expérience que des gens qui ont une volonté aussi de s'impliquer puis de se mobiliser autour de certaines questions, notamment celles qui touchent là, la transition socio-écologique. Je ne sais pas si mes collègues veulent enchérir là-dessus. Peut-être juste faire du pouce rapidement, là, que nous, ce qu'on voit en fait, si on était capable de perdurer dans le temps en tant qu'initiative, je pense que l'objectif serait de justement contribuer à maintenir cette culture-là qu'on appelle du dialogue, qui vise à réunir plutôt que de diviser, puis qui est une manière aussi de mettre en action la démocratie participative, donc de donner une voix à la population. Puis je pense que en ce sens-là, le projet Collectivité Zen a un rôle aussi d'influencer peut-être euh, ce sens-là politique, en fait, d'intégrer la participation citoyenne dans les territoires, dans la mise en action des changements. Fait que, bref, gros projet, mais je pense que déjà que plusieurs collectivités zen existent sur différents territoires, ça met ça en action, puis ça inspire. Puis que, par exemple, quand on parle de là, je ne sais plus tous les termes de chacune des collectivités, mais ce que nous, on appelle nos cellules d'action ou les groupes par thème là, dans le cadre des visions, ben, on peut aussi combiner la diversité des personnes aussi, les aînés et les plus jeunes, puis s'habituer, prendre l'habitude, en fait, de travailler dans la diversité de cette manière-là aussi. Merci beaucoup. Donc, je regarde s'il y a peut-être une dernière question dans la salle virtuelle. Sarah nous dit merci. Tup. Je laisse un dernier moment si on a des questions. Sinon, ça nous donnera juste plus le temps de souffler sur l'heure du dîner. Parfait.
Ben, ne voyons pas d'autres questions. Je dirais donc un gros merci ben, aux gens qui ont présenté, mais surtout à vous là, d'être venus vous informer sur notre projet. Votre soutien est plus qu'important. Là. Comme on disait, on a un projet de dialogue social, donc on ne peut pas travailler tout seul dans notre coin. On veut vraiment rameuter le plus de gens et d'organisations possible. Donc, merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, autant le Front commun pour la transition énergétique que chacune des collectivités zen là, qui étaient là aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une excellente journée à tous et à toutes.